bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Monroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Nous parlons donc de la crainte de la séance ratée. Est-ce que les participants de ce soir connaissent cette peur? Oui, ok. Est-ce que vous voulez expliquer si vous déjà est-ce que vous la vivez tout le temps ou selon les consultants ou comment ça se passe pour vous? Marie, comment c'est pour toi? Alors moi, je l'ai fait, la dernière fois que je l'ai fait, ça remonte à un moment maintenant, puisque c'était dans le cadre de ma formation. Donc bonsoir aux nouvelles arrivantes. Euh, donc moi, j'ai préparé une certification sur la méthode Vibraction, donc pour être praticienne en libération des énergies bloquantes. Et mon thème à moi était les pensées limitantes. Et donc j'ai accompagné une personne pendant 3 mois qui rencontrait ces difficultés. Euh, la peur de la séance ratée, oui, je l'ai vécue déjà au départ parce que on devait trouver une personne pendant la formation. Donc, n'étant pas praticienne certifiée, c'est compliqué. On a l'impression de ne pas se sentir légitime. Et puis, on se dit que la personne, elle fait appel à nous, donc on doit être à la hauteur. Et puis, ben voilà. Et puis, les séances s'enchaînent, donc il faut que ça fonctionne à chaque fois. Euh, J'ai rencontré 3 fois la difficulté puisque j'ai dû démarrer avec différentes personnes avant de pouvoir trouver la personne la plus indiquée. Je pense que ça fait partie un bizutage qu'il faut accepter parce que c'est dans les séances, entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas ratées. C'est un enseignement, ça nous permet d'identifier ce que l'on doit faire évoluer, ce que l'on doit transformer, ce que l'on doit améliorer. Euh, et puis ça passe simplement par l'acceptation, enfin l'humilité d'admettre qu'on n'est pas non plus compétent tout de suite, que ça vient avec le temps, que un travail en séance, de toute façon, c'est une interaction. Donc la personne aussi nous apporte des éléments. Et donc faire preuve d'honnêteté, simplement, sans pour autant créer un sentiment de malaise chez l'autre, mais d'être honnête. Et c'est ce qui a fait qu'au bout de la troisième, puisque j'ai démarré à 3 reprises avant de pouvoir démarrer, que me basant sur les expériences précédentes, j'ai démarré sans avoir plus de connaissances sur la pratique, mais en ayant vécu des moments plus compliqués. Donc, d'une certaine façon, c'est une émotion dont on se familiarise et du coup, on la lâche et on continue. Alors, pour moi, ce qu'on appelle aujourd'hui la séance ratée, c'est une séance la toute première où j'ai pris trop de temps, donc la personne n'arrivait plus à être vraiment attentive. La seconde, parce que il s'avère que la personne qui a souhaité démarrer avec moi présentait une pathologie quand même, voilà, c'est une personne qui était schizophrène. Et donc, et donc c'était compliqué de toute façon de pouvoir faire quelque chose. Et puis voilà, et puis la toute première, en fait, c'est la quatrième que j'ai pu le faire. La toute première, c'était simplement une personne que je connaissais et c'est très très compliqué quand on n'est pas professionnel pratiquant, de travailler avec une personne que l'on connaît. On parle d'émotion, donc de résonance, et lorsque c'est une personne familière,
bah, il faut déjà être en capacité de faire ce pas de côté, pour pouvoir, d'une certaine façon, oublier, le lien, qu'on peut avoir pour être totalement, neutre et c'est pas toujours évident. Donc ces 3 expériences, oui, m'ont permis d'envisager la quatrième avec beaucoup plus de, bah, de lâcher prise, c'est le terme qu'on utilise beaucoup. Mais c'est de je pense que c'est naturel et c'est sain, de ressentir cette émotion parce qu'elle nous apporte des éléments, d'information. Heu, je pense que chacun d'entre vous, n'envisage pas, ne démarre pas là une séance, avec, une affirmation d'être professionnel pratiquant. Donc heu, c'est aussi dans le dialogue, au tout départ, avec la personne, que l'on va aussi, établir, un périmètre, un cadre, des règles en termes de communication. Ça c'est en fait, c'est la même chose que dans la vie. C'est pareil, c'est la même chose que dans la vie, je pense que vous avez tous vécu, f créer un message téléphonique. Voilà, oui, il faut faire un message téléphonique sur son répondeur au boulot parce qu'on n'est pas là. Et là, on se retrouve avec son téléphone et on va recommencer 10 fois parce que, bah, à la dernière minute, on bafouille, on oublie un mot et on est en stress et on voilà. Bah, c'est pareil et comment on fait? Ben, on se pose en disant: «Ben, qu'est-ce que je veux dire sur ce message? Qu'est-ce que je souhaite que les autres entendent sur ce message?» Une fois qu'on pose le cadre, ça va tout seul. Bah, c'est pareil. Faut partir de ces fondamentaux, vraiment, de ce que l'on a appris, de ce qui est cadré et ce qui nous sécurise et puis après, il faut aussi laisser l'autre. Laisser l'autre venir mettre des choses dans le sac, venir mettre ses épices et heu et puis après c'est une danse, c'est une partition, c'est une symphonie, enfin, c'est circulaire, voilà. Donc voilà, mon expérience en tout cas ça a été dur par contre, faut je le dis, émotionnellement parce que c'est très déstabilisant, on doute. On doute naturellement, j'ai rien compris, je sais pas faire, je vais pas y arriver, je suis pas crédible, hem et puis enfin moi personnellement, je vais fragiliser l'autre, parce que la personne que j'ai accompagnée, elle a fait vraiment cette démarche parce qu'elle rencontrait des difficultés. Donc on se met la barre très, très haut, mais il faut pas oublier que comme dans toute communication, comme on dit: «Dans toute question, il y a un oui, mais il y a aussi un non». Donc la personne, il faut aussi l penser à lui dire que, si elle ne se sent pas bien, si ça ne lui correspond pas, bah, ça peut s'arrêter là et de surcroît lorsque l'on est dans le cadre d'une formation. Voilà. Oui, oui, mais ça rejoint le cadre, ce que tu disais du cadre, Mmh, effectivement. Oui, dans ce que tu dis, déjà, c'est naturel. Oui, clairement, c'est naturel parce que comme toute chose nouvelle qu'on fait dans la vie, on a, nos parts de protection, notre part de protection qui vient nous dire: «Oh là là, attention, tu sors de ta zone de confort, tu devrais pas, hein, tu devrais pas, reste, dans ce que tu maîtrises» et du coup, ces émotions-là, hem, bah, viennent de cette part. Mais pour et c'est vrai ce que tu disais sur les petites voix, «Je suis pas légitime», mmh. «J'y arrive pas, j'y arriverai pas, pourquoi j'y arrive pas? C'est sans doute que je suis pas faite pour ça». Oh bah non, finalement, c'est pas le boulot qui me convient parce que sinon ça serait simple et fluide et en fait non, c'est juste, effectivement, des émotions du début, mais qui peuvent parfois aussi, parfois ressurgir avec, certains profils de consultants. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça peut revenir ensuite. Je sais pas, alors je sais pas si vous nous entendez du coup. Isabelle, je sais pas si c'est OK au niveau du son maintenant? Hem, Céline est en train d'essayer de se reconnecter. Aurore, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends OK, super. et Guylaine, bonsoir tout le monde et je oui, trouve que c'est bonsoir, très juste. bonsoir. Je Tu trouve, que ce qu'a dit Marie, c'est très juste, en fait. On appréhende tellement que du coup, on a plein de petites voix qui nous font douter et dire, voilà, qu'on est dans l'incapacité, voilà, de faire bien, de faire juste. C'est ça et c'est vrai que la première chose qu'on peut faire dans ces cas-là,
c'est que ce soit sur la séance en particulier, l'accompagnement de manière plus générale, c'est de reconnaître ses voix, d'accepter qu'elles soient là, d'avancer quand même avec elles Mmh, et mmh, comme mmh. tu disais tout à l'heure Marie, bah, voir, qu'est-ce qu'elles me disent en fait, voilà. Est-ce qu'elles ont un message intéressant à me faire passer? Ou est-ce qu'elles sont juste là parce que c'est nouveau et OK, je reconnais ces voix, mais pour autant, une partie de moi, consciente avec un grand C majuscule, est capable de dire: C'est pas pour ça que je suis incompétente. C'est pas parce que je peux ressentir ces émotions-là que ça remet en cause ma capacité à accompagner ou à mener la séance». Par contre, effectivement, il me semble qu'il y a quelque chose de fondamental parce que quand on est dans ces émotions-là, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir cette sensation que nos pieds sont sur un sol, mouvant. C'est-à-dire que, voilà, il y a pas de repère, on ne sait pas sur quoi s'appuyer et du coup, c'est ça qui peut rendre difficile l'exercice après. C'est que concrètement, qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je vais proposer? Comment je vais faire? Et donc c'est ce sable mouvant sous les pieds là, il est très inconfortable effectivement et puis, ben, ça veut dire qu'on n'a pas quelque chose de solide, sur quoi s'appuyer et je pense que ce qui peut faire cette solidité et rendre un sol du coup, plus un plancher bien dur sous nos pieds, c'est le cadre. Mmh, Ça j'en mmh, suis mmh. persuadée. Le truc c'est que, ce qui se passe en début de pratique, comme dans tout nouveau métier, c'est qu'au début, on peut ne pas avoir de cadre. C'est-à-dire qu'il y a des professions, moi j'étais enseignante de l'éducation nationale avant, bah, j'avais pas de cadre. Parce qu'en fait, on ne nous enseigne pas le cadre. On nous enseigne notre matière, donc on a beaucoup de connaissances théoriques sur la matière qu'on va enseigner. Et éventuellement, moi j'ai connu l'IUFM, donc il y a quelques conférences, voilà, mais rien de très intéressant et très peu de choses qui nous aient vraiment servi. Et en fait, le cadre, je l'ai construit au fil des années. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avec le sable mouvant, là aussi, sans aucun appui. Et au fur et à mesure, j'ai construit mon cadre. Ça a été pareil pour le deuxième métier que j'exerce aujourd'hui. C'était la même chose. J'ai construit mon cadre. Et comme, je suis convaincue de l'importance de ce cadre et que c'est la base en fait, dans la formation clarté que je délivre, c'est le début de la formation, c'est ça, c'est le cadre. C'est quoi notre cadre? Alors chacun, le construit bien sûr, mais on a posé quelques évidences, j'ai envie de dire, quelques éléments de base qui paraissent essentiels et qui font qu'après notre cadre, c'est notre boussole. C'est-à-dire que c'est comme une fiche avec, des items, hein, je fais ça, c'est parce que du coup, le cadre va donner lieu à, des gestes professionnels, des choses comme tu as dit tout à l'heure. Je vais, expliquer à la personne, enfin, c'est pas exactement tes mots, mais on va Mmh expliquer à la mh. personne comment on travaille et puis on peut lui dire voilà, on lui demande ce qu'elle en pense, est-ce qu'elle est d'accord avec ça? De quoi elle aurait besoin? Quand on demande à la personne de nous exprimer ses besoins, on lui renvoie la balle, voilà. Donc ça, c'est parce que dans mon cadre, j'ai par exemple, une place très importante pour l'autonomie de la personne. Ça se traduit par des gestes professionnels précis qui s'installent dans ma pratique au fur et à mesure. Donc ça, ça permet de vérifier si à l'issue d'une séance, j'ai un sentiment pas très agréable sur comment ça s'est passé. Je peux reprendre ma fiche comme une auto-évaluation pour dire, bah, par exemple, est-ce que je lui ai bien dit qu'elle pouvait à tout moment demander à arrêter l'accompagnement, demander à ce que ça prenne une autre direction? Est-ce que je lui ai bien dit qu'elle pouvait exprimer ses besoins? Est-ce que je lui demande régulièrement, est-ce que c'est OK pour elle? Est-ce que je lui demande sa validation? Bon, bah oui, ça j'ai fait et on check comme ça, sa liste. Donc effectivement, en début de pratique, avoir un cadre avec, des gestes professionnels, établis, ça me paraît essentiel et après c'est une question d'équilibre parce que le truc, c'est que systématiser les accompagnements, ça amène au problème, du manque de personnalisation et d'adaptabilité de ce qu'on propose et c'est une question d'équilibre parce que pour autant, je pense qu'il est extrêmement difficile de travailler sans aucun cadre général. Voilà. L'idée, c'est pas d'avoir, des scripts qu'on rebalance à tout le monde absolument identiques, des séances, je sais pas, arrêter de fumer en 4 séances avec les 4 séances absolument identiques et on resserre ça à tout le monde. Mais par contre, on peut avoir un cadre global d'accompagnement.
Par exemple, je sais pas, moi, l'écoute, c'est un élément extrêmement important de ma pratique. Donc il y a une place, extrêmement importante pour les entretiens, hors séance d'hypnose, voilà. Dans la séance globale d'accompagnement, il y a une place hyper importante pour l'entretien, la discussion et notamment au départ, surtout l'écoute. C'est-à-dire que la personne puisse exprimer, sortir tout ce qu'elle a à sortir. Ça, c'est quelle que soit la problématique, quelle que soit la personne, bah, voilà, ça c'est quelque chose qui est systématique en fait dans ma manière de travailler. Donc, si on se sent un peu, en panique, voilà, vraiment pris dans des peurs et des doutes, on peut se poser et réfléchir à ce genre de choses, au cadre. Et effectivement, bah, après, si on n'y arrive pas tout seul, ben, il existe des accompagnements pour ça, qu'on peut aller rechercher auprès, de professionnels qui le proposent, pour pouvoir y voir plus clair. Clairement, on gagne énormément de temps et on gagne en sérénité. Quand on a ce cadre sur lequel se reposer, ça aide énormément, Mmh. effectivement. Et puis, laisser parler l'autre, c'est aussi une occasion, une possibilité. C'est aussi pour soi un espace de respiration. Quand on est au tout début et qu'on est enfin, personnellement, je vais parler de mon expérience, dans le stress, on peut avoir, comment dire? Le rythme cardiaque qui augmente, on a les mains moites, tout ça. Tout ce temps de relaxation, alors, tout dépend, chacun sa méthode, mais pour certains, enfin moi, ça passe par la respiration et ben, justement, c'est laisser parler l'autre, ça permet ça. Ça permet de se recentrer, de retourner à soi-même pendant que l'autre parle. Alors il faut rester concentré, bien entendu, mais ça permet ça. Et puis, amener l'autre à reformuler. C'est aussi des moments qui nous permettent alors de vérifier, de s'assurer que l'on a bien compris. La personne, ça la sécurise, hein, puisqu'elle se sent écoutée. Donc là, on est vraiment dans de l'écoute active. Et puis encore une fois, ça permet aussi de se poser. Une dernière chose, moi, dans la séance ratée, ce qui m'impressionnait au début, c'est ce que je t'avais dit au téléphone. Une séance d'hypnose, c'est une mise en situation d'une certaine façon. Et moi, au début, je me sentais ridicule. Je n'y arrivais pas, mais voilà, auprès de mes amis ou n'importe, je n'y arrivais pas, je me sentais ridicule. Je travaille, donc, hein, je suis responsable de formation, donc je travaille avec des psychologues, et je me suis entraînée avec des personnes qui me sont proches et j'étais totalement tétanisée. Je me souviens de ce moment où cet ami me dit: «Bon, ben, voilà, j'arrive, je suis dans ton bureau, je suis venu te voir, j'ai telle situation». Voilà, bah, on démarre. Je suis d'une nature extrêmement volubile, très bavarde. Je ne pouvais pas sortir un mot parce que je me sentais complètement tétanisée et puis j'avais l'impression de me regarder. Donc je me sentais ridicule. Donc la peur de la séance ratée, ce qu'il faut comprendre, c'est que, un accompagnement, à part certaines situations, hein, et là, c'est en fonction de la personne qui vient vers nous, de sa demande, mais c'est pas une séance. C'est plusieurs séances. Et cette idée de plusieurs séances fait que, voilà, comme toute chose, on se familiarise avec l'émotion, avec le contexte, et forcément, on s'installe dans la chose et ça va de mieux en mieux. Oui, Guylaine? micro. De micro, excuse-moi. Euh, du coup, la question que je voudrais poser à Marie, Oui. c'est est-ce que tu as déjà fait, tu t'es entraîné, tu dis sur des personnes, mais est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que toi, tu l'as fait sur toi? Alors, dans la méthode vibration, c'est des pratiques que l'on fait sur soi, que je fais toujours aujourd'hui sur moi-même, bien entendu, et que j'ai fait sur moi-même, hem, avant, heu, en séance d'hypnose, il m'arrivait aussi Oui, excuse-moi. ouais, oui, Parce que moi, si tu veux, bon, j'ai fait la certification d'hypnothérapie. Là, j'ai fait avec Stéphanie donc, une formation intuition pour faire de l'hypnorelaxation. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai jamais pratiqué, j'ai pas ouvert de cabinet, etc. Mais ce que j'ai constaté, c'est que bien sûr, on nous enseigne, on nous apprend pour faire sur les personnes. Donc, mmh. tu peux te dire que tu as peur parce que tu as peur de mal faire. Tu sais pas si tu vas dire les bonnes phrases, pas les bonnes phrases, comme tu dis. Et puis voilà.
Mais en fait, quand tu l'expérimentes finalement sur toi et que tu le vis, tu te rends compte que même si l'autre, en fait, il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes ou des... Bon, voilà, parce qu'on n'est pas parfait, on ne le sera jamais. Et puis, on est là pour évoluer, progresser. Donc, on apprend à chaque fois aussi de ses erreurs, comme tu l'as Mmh. dit. Mais du coup, moi, si tu veux, la peur, elle est partie au fur et à mesure que je me disais que même quand il y a quelque chose que j'ai pas fait super bien, l'inconscient, il trie tout seul parce que je l'ai fait sur moi. Donc, je me suis rendu compte de comment il fonctionne l'inconscient et de ce qu'il va chercher, pas chercher, quand ça l'arrange ou pas. Donc, en fait, Mmh. ça pose pas réellement de problème, sauf si vraiment tu vas suggérer quelque chose qui va à l'encontre de ce pourquoi il vient te voir. Mais réellement, et ça m'a fait prendre une confiance, hein, Stéphanie, tu te rappelles, je t'en ai parlé, on l'a fait ensemble. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai progressé en s'entraînant et en le vivant avec les autres élèves qui le faisaient sur moi. Je me suis rendu compte de ce que ça va produire à l'intérieur. Et donc, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, tu me corrigeras, il n'y a pas réellement de séance ratée, quoi. Bah, alors Et oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'ai donné ce titre à la réunion, mais qu'au bout du bout, moi je pense comme toi qu'il n'y a pas de séance ratée ouais, c'est ça. et que ce ne sont que des expériences à vivre avec la personne. Marie le disait, il y a pas, l'idée c'est d'aller vers un accompagnement de plusieurs séances. S'il se passe quelque chose, la personne n'entre pas en transe ou Mmh. l'objectif est pas, elle veut arrêter de fumer, elle arrête pas de fumer. Ok, ça veut dire qu'elle a rencontré une résistance. Mmh. Et c'est là que c'est intéressant. Mmh. Mmh. Parce Mmh. que c'est là, du coup, Mmh. qu'on va aller creuser et qu'on va aller pouvoir toucher vraiment ce qui a empêché d'arrêter de fumer. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu peux m'expliquer? On va aller creuser et puis elle va aller, du coup, dans une connaissance bien plus profonde d'elle-même. Mais ça, c'est possible dans un unique cas, c'est que la personne revienne et vous le dise. Mmh. Et Mmh. ne mettent pas derrière votre dos un avis sur Google en disant je n'ai pas arrêté de fumer, ça n'a pas marché. Et là, ça ne vous appartient pas. En fait, tant que le consultant est dans l'accompagnement et revient, moi je suis d'accord, il n'y a pas d'échec en fait, il n'y a que Mmh. des Mmh. Mmh. apprentissages. Mmh. Mmh. Et Mmh. cette manière de voir les choses, eh ben, c'est à nous de la faire sentir au consultant dans tout le discours qu'on a sur le travail qu'on fait, sur notre accompagnement, sur ce qu'on va proposer. Et ça, c'est dans les entretiens, dans le pré-talk et même dans les mots de la séance. Tu te rappelles, Guylaine, on a vu les mots qui laissent la liberté, les expressions qui... Voilà, tout ça. C'est plein Ça, c'est le de stop, choses. Stéphanie. C'est le stop. Et je me suis dit, c'est pour ça que moi, ça me plaît davantage l'hypnorelaxation, parce qu'en l'essayant du coup sur des personnes qui viennent là, je me rends compte que vraiment, je les laisse libres et je leur dis vraiment d'aller où elles veulent, de faire ce qu'elles veulent, etc. Et elles se sentent tellement en liberté, si tu veux, qu'elles se rendent compte à la fin. Il y en a une, elle me dit, je ne savais pas trop ce que c'était, l'hypnorelaxation, mais je crois avoir compris ce que ça a provoqué, en tout cas à l'intérieur de moi. Ça me confirme que ceci et cela, et ça me conforte dans cela. Donc, je me suis dit, mais j'ai fait le job, quoi, c'est bon. Tu vois, je ne suis pas allée chercher une problématique. La fille, si ça se trouve, elle avait arrêté de fumer. Mais avant de ça, il y a tellement de couches d'oignons à enlever que c'est pour ça qu'il n'y a pas de séance ratée. Parce qu'en fait, dans chaque séance, tu les laisses libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est à eux, en fait, de faire le changement. Et ils sont libres de le faire ou pas. Et ce que tu touches là, c'est fondamental. Et c'est dont on parle dans, enfin, on en parle dans Intuition déjà, mais dans Clarté beaucoup. C'est l'autonomie de la personne. Et c'est son rôle vraiment d'acteur. Il y a quelque chose dont on a parlé, les stagiaires Clarté ont reconnu plein de choses parce que on a parlé, Marie l'a parlé d'écoute active, de reformulation, on vient de faire les ateliers là-dessus. Et on a parlé aussi d'un monsieur qui s'appelle Bandura, que je connaissais pas, et qui parle d'auto-efficacité, ce qu'il appelle l'auto-efficacité. Donc il dit, l'auto-efficacité perçue concerne les croyances des gens dans leur capacité à agir de façon à maîtriser les événements qui affectent leur existence. Les croyances d'efficacité forment le fondement de l'agentivité humaine. L'agentivité, c'est quoi? C'est la faculté d'action d'un être, sa capacité à agir sur le monde, les choses, les êtres, à les transformer ou les influencer. Et la phrase clé, c'est la suivante pour moi. Si les gens ne pensent pas qu'ils peuvent produire les résultats qu'ils désirent par leurs actions, ils ont peu de raisons pour agir ou persévérer en face des difficultés. Ce qui est essentiel pour moi, quand on parle d'autonomie, c'est ça, c'est que le consultant, enfin, après moi, ça, c'est la mission que j'ai en fait dans l'accompagnement, c'est que les gens puissent développer le sentiment
leur sentiment d'auto-efficacité, donc le sentiment qu'ils ont, la confiance dans leur capacité à traverser leurs difficultés. Mmh. Et à partir de là, Mmh. je veux dire, la vie, elle est tellement plus simple. Quand on se sent en capacité de traverser ce qui va se présenter, les problèmes, on les voit plus comme des problèmes, on les voit comme des Mmh. expériences, qui nous apportent, qui nous font grandir, voilà. Et du coup, si on fait les choses à la place du consultant, si c'est grâce à nous qu'il arrête de fumer, par exemple, pour reprendre ça, si c'est grâce à nous que son problème est résolu, lui, il ne muscle pas ce sentiment d'auto-efficacité. Donc finalement, c'est pas un cadeau qu'on lui fait. C'est juste quelque chose qui nous rassure parce qu'on se dit ah bah ça a marché, on aimerait bien que ce soit un peu grâce à nous, hein, quelque part. Mais non, en fait. C'est-à-dire que l'un va avec l'autre. Ce n'est pas à cause de nous que la personne n'arrête pas de fumer, mais ce n'est pas non plus grâce à nous qu'elle arrête de fumer. C'est voilà, l'accompagnement est venu en soutien. Nous l'avons soutenu, nous l'avons, on lui a peut-être donné quelques pistes à certains moments, mais surtout pour moi, l'idée, c'est d'amener la personne à trouver elle-même ses propres solutions. Mmh. C'est très rogerien tout ça, l'approche centrée sur la personne, on est pile chez Rogers, mais c'est voilà, moi c'est comme Mmh. ça, c'est ce qui me parle le plus en fait dans l'accompagnement. C'est que la personne puisse aller vers ses solutions. Et nous, on est là pour l'aider à faire ça. Mmh. Mais le but, arrêter de fumer, perdre tant de kilos, machin, si c'est pas atteint, moi je me sens pas forcément responsable. Donc du coup, si une personne vient pour ça, j'ai pas peur que ça rate, comme tu disais, parce que voilà, tu parlais de quelque chose de circulaire, d'une Mmh, danse, mmh, mmh, ça mmh. fonctionne ensemble. Moi j'appelle ça dans mes cours le 50-50 de l'accompagnement, parce que ça ne repose pas tout sur nous. Et quand plus on est dans la posture du sauveur, pyramide de Karpman, on en a Mmh, déjà mmh, parlé, et mmh. plus on va se mettre la pression sur les épaules pour que ça réussisse. Mais quand on sort de cette posture, chacun est dans son rôle. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec le cadre, c'est encore faut-il connaître son rôle, savoir ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Chacun est dans son rôle. Et là, l'accompagnement peut fonctionner de manière saine, effectivement. Mmh. Et c'est bien aussi de, comme tu dis, de pas se mettre en avant. Enfin, tu vois, là, quand la personne te dit, ouais, c'est grâce à toi si j'ai réussi à ça. Non, je dis grâce à moi, non. Moi, je t'ai juste aidé à déverrouiller quelques trucs. Après, c'est toi qui fais le travail. Et puis voilà, tu vas là où tu veux aller parce que, ben voilà, il y a des fois, comme tu disais tout à l'heure, en fait, si on ne croit pas à ce qu'on fait, ben forcément, c'est nous-mêmes déjà qui allons nous bloquer parce qu'on crée des résistances déjà pour y aller. Donc, et puis voilà, et de rassurer en fait tout le temps. Moi, je me rends compte que je suis toujours en train de rassurer les gens, mais c'est bien ce que tu as fait, et tant pis, et ben tu es allé là, tu as vu ça, ben pour aujourd'hui, c'est déjà ça, la prochaine fois, ça sera autre chose. Ah ouais, merci, merci, mais non, mais franchement, tu peux y arriver, enfin, j'arrête pas. Et donc, ils se repartent de là, mon pauvre, ils sont boostés comme. Donc, c'est super, tu vois. Et je me dis, voilà, effectivement, c'est eux qui font le travail. Et plus tu leur dis ça, mais plus ils repartent avec une confiance et ils ont envie de passer à l'étape suivante, quoi. Et voilà, et c'est exactement la citation de Bandura que tu es en train de décrire là. C'est-à-dire que voilà, ils ont le sentiment qu'ils perdent, et ça donne oui, un Des ailes. sentiment de puissance intérieure qui est extraordinaire. Et la personne, elle en ressort vraiment grandie, Mm. vraiment grandie. Ça peut aller au-delà de son objectif de base. Donc, et c'est là que c'est super, Et où effectivement. elle a envie d'aller voir à l'intérieur ou pas. Parce que, encore une fois, dans le truc que je propose, je sais, tu dis que il ne faut pas prendre un truc et le balancer à toutes les sauces. Moi, comme c'est un truc général que je veux faire, pour l'instant, voilà, je le propose à plusieurs personnes, mais je garde effectivement le même truc parce que je trouve que c'est un très bon exercice. Et c'est rigolo parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a soit ceux qui veulent y aller et tout ça et qui découvrent qu'ils ont des capacités et tout. Et puis, tu as ceux qui, non, ils n'ont rien vu, ils n'ont pas voulu y aller, ça n'a pas marché, etc. Mais c'est pas grave, je leur dis, tu t'es rendu compte que toi-même, tu as ça. Et donc, du coup, ils se disent, mais moi, je veux y aller alors voir. Et du coup, bah, tu te dis, mais c'est génial parce que du coup, ils le font tout seuls et c'est super. Merci Stéphanie. Mais non, merci à toi, parce que ce que tu décris, c'est ça, c'est-à-dire la personne n'est pas entrée en transe, par exemple. En hypnose, on a quand même cette pression. Avec la séance, on se dit ah, la personne ne rentre pas en transe. Voilà. Il y en a qui y vont très facilement et il y en a qui n'y vont pas facilement. Et ce que tu décris là, et ben, tu montres bien que ça dépend des personnes aussi. Et là, dans le groupe, quand tu as un groupe entier, tu vois bien les différences entre les uns et les autres. Donc, on voit bien que ce n'est pas nous
qui agissons là-dessus, parce que sinon tout le monde aura la même expérience à 100% Oui, du mais temps. oui, mais aussi, ils te disent ça. Des fois, il y en a qui te disent qu'ils n'ont pas réussi et tout ça, mais c'est pas vrai. Moi, je les crois même pas, parce qu'il y a toujours un moment où il te dit, et ça alors, alors là non, j'ai pas entendu. Ah, mais là, je me voyais là en dessus. Ah bon? Et après, tu m'as dit non d'écouter ta voix. Donc moi, j'ai juste écouté ta voix. Alors je dis, j'ai pas dit ça. Tu sais? Alors c'est trop marrant. Et donc tu te dis, mais bien sûr qu'ils y sont allés. Donc il faut toujours se rassurer soi-même déjà pour pouvoir rassurer les autres. Puis ça marche, là, c'est sûr. Et puis ça aussi, c'est important hein, de rassurer la personne, parce qu'on arrive tous, enfin personnellement, avec ces images préconçues d'émissions de télé, de films. Quand on parle de transe, on imagine quelque chose de très particulier, où on sort de son corps, ou je ne sais pas, où on arrive dans quelque chose de particulier. Et donc, on se dit, mais moi, je vais pas être capable de faire quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas faire ça. Déjà d'une, donc on se met la pression là-dessus. Et puis, il est important aussi de rassurer la personne. Euh, Elle vit ce qu'elle vit. Et elle vit ce qu'elle vit par rapport à elle-même. Et il n'y a pas de jugement. On continue. Ça. Et ce qui se passe au moment où ça se passe, mais ça se passe surtout après. Et c'est justement comme tu disais, quand elle revient, elle va revenir avec quelque chose, parce qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, Et rassurer au moment où on est dans ce processus, de rester toujours sur des portes ouvertes, quel qu'en soit ce qui se passe, tout va bien, on continue. Et ça aussi, ça permet de se rassurer. Et en fait, on se rassure soi-même parce que d'une certaine façon, si on posait des conditions à l'autre, et ben du coup, on se pose des conditions à nous. Et Mm. on se met la pression d'un résultat éventuel. Et voilà. Donc, c'est important, effectivement, de rassurer l'autre parce que ça nous rassure. Et encore une fois, on est dans un climat, dans une circularité, c'est une interaction. Et donc, et ben, ça continue. Voilà. ça. Et Marion, si tu écoutes le replay, petit clin d'œil, parce qu'on a parlé de ça aussi, c'est sur les attentes. Mm. Les attentes qui peuvent être posées. Et c'est ce que tu décris, Marie, c'est-à-dire, bah, il n'y a pas d'attente. En fait, il se présente ce qui se présente et on fait avec. Et tout, tu parles de rassurer, on en a beaucoup parlé dans la réunion du pré-talk, où effectivement, avant de partir en séance, il y a tout un discours qui est là pour rassurer, mais ça se fait même dès le début de l'accompagnement. Mm. Vous voyez, d'où l'importance de l'entretien et de comment vous présentez votre manière de travailler. C'est-à-dire que au premier rendez-vous, c'est pas mal. Donc la personne occupe le temps de parole énormément, mais ça peut être pas mal de prendre un peu de temps pour exposer comment vous travaillez. Et c'est là qu'on va pouvoir dire bah, tous ces éléments que tu es en train de nommer. Et après, ça va être l'expérience quand, par exemple un consultant et voilà, on part en hypnose, hop, la personne se redresse. Non, bah, je peux pas, j'y arrive pas. Vous dites un truc comme ça, alors que vous étiez en train de faire votre induction. C'est votre réaction est hyper importante parce que il va s'appuyer. Vous avez beau avoir dit ah non mais tout est acceptable, hein. Mais s'il voit que vous blémissez et que vous dites ah bah ouais, comme ça, il va bien comprendre que Ouais. finalement vous accueillez pas ça de manière super zen. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je sais pas, je suis hyper tendue. Ou... Moi, j'ai eu des personnes qui voyaient des trucs négatifs, des images pas bonnes. Bon, voilà. Et du coup, ben, on s'arrête là-dessus. Et là, ce qui est hyper intéressant, et Guylaine, tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est que la personne, elle va faire l'expérience de ce que ça fait en elle, C'est ça. la part de protection. C'est-à-dire comment son inconscient est là pour la protéger, pour dire non, n'y va pas. Voilà, elle va le vivre dans son corps et c'est hyper intéressant. Donc, ben, effectivement, c'est être au clair avec ça et s'attendre au pire. C'est-à-dire, le pire en hypnose, c'est la personne, elle rentre pas du tout en transe, elle veut pas, la personne. Et ben, vous dire que oui, ça peut arriver. Et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé. Et il faut que ça vous arrive, j'ai envie de dire, parce que quand ça arrive, eh ben, on se rend compte que c'est pas très agréable. Surtout au début, on ne sait pas trop comment réagir. Moi, c'est surtout que ça m'est arrivé dans mes débuts. Au début où j'ai lâché mes notes, ça m'a pas vraiment encouragée à continuer, mais j'ai continué quand même. Et je me suis demandé si c'était vraiment la bonne solution. J'ai eu 2 personnes coup sur coup avec qui ça s'est passé. Et, et du coup, j'étais pas trop solide pour réagir correctement. Donc, c'est pas très confortable, mais
finalement, on s'en remet, hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Après, il y a eu d'autres personnes avec qui ça s'est bien passé et puis voilà et puis de temps en temps, il y a un consultant on peut se dire: Là, je le sens pas». Quand ça se sent quand la personne peut être vraiment fermée ou pas, voilà, on peut le ressentir. Bon, mais OK, ben voilà, c'est comme ça qu'elle vient et bon, on fait avec. Oui, Guylaine. Oui, et je te rajouterais qu'en plus aussi, pour se rassurer soi-même aussi et de se dire que quand ça a peut-être pas fonctionné super bien sur une personne, c'est parce que la personne aussi, elle vient déjà dans un certain état d'esprit, tu vois. Donc, tu as celles qui, bon, moi je vois que les personnes qui ont l'habitude de méditer, voilà, elles y vont sans aucun problème, tu vois. Après, elles me racontent les détails, tout ça. Ceux qui font pas ça, bon, ils ont un peu plus peut-être de mal à y rentrer, mais c'est surtout que, voilà, peut-être, bon, bah, allez, je viens de te voir, Marie, pour une séance d'hypnose, pour tel problème, tu vas travailler dessus, tout ça, j'arrive. Et en fait, là, au jour où je viens à ta séance, je me sens obligée de venir parce que j'ai plus envie de venir ou j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Donc, je suis plus déjà autant réceptive parce que je me sens peut-être obligée de venir. Et au final, ça va peut-être pas fonctionner super bien cette fois-ci. Donc, tu le vois, comme tu dis, Stéphanie, les gens, quand ils sont plus ou moins fermés, et puis bon, voilà, quoi. Donc, ça aussi, ça fait partie du jeu de dire que ben, la personne, même si elle avait envie de venir à la base, le jour où elle vient, en fait, elle n'est pas trop d'humeur et ça va moins euh, fonctionner qu'une autre fois. Mais c'est pas grave. Oui, voilà. Mais après, comme on disait, c'est selon le regard qu'on porte sur ce qu'on fait, sur l'objectif qu'on s'est fixé, ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on sort de cette idée de la séance ratée, pardon, en se disant l'objectif est ailleurs. C'est-à-dire que si une personne n'entre pas en transe, mais arrive à voir ce qui se passe pour elle, et OK pour refaire, parce que c'est un processus aussi tout ça, hein, l'apprentissage, voilà. Là, enfin, c'est super. Et si elle décide d'arrêter, ben, c'est super aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est vrai que bien délimiter ce qu'on fait, les attentes, c'est d'abord nous, en fait. Nous, enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de stagiaires qui me disent, c'était super, la personne, elle est partie hyper loin, elle a fait un voyage de ouf, elle était, enfin, et tout le monde est super content quand ça se passe comme ça. Mais en fait, le truc, c'est de se dire, mais et si ça se passe pas comme ça alors? Enfin, vous voyez le truc? Mm. Donc, c'est vraiment voir ce que nous, on a comme objectif, faire le point là-dessus. Ça nous aide à mener les séances différemment quand même. Mais le truc, c'est que avoir un objectif différent, c'est pas évident au début, parce qu'en fait, au début, on n'a pas forcément conscientisé ce qu'on avait comme objectif suprême, j'ai envie de dire, par rapport à son accompagnement. Ce que je vous disais tout à l'heure ben moi, l'idée, le truc qui vraiment me fait vibrer, c'est de me dire, bah, les gens, ils repartent de l'accompagnement ici, se sentent plus auto-efficaces, plus autonomes, et ils ont repris un sentiment de puissance intérieure. Voilà, bah, c'est le truc ultime. Et je soutiens et j'accompagne là-dessus. Moi, les petits objectifs, arrêter de fumer, maigrir, tout ça, je m'en occupe même pas. Enfin, vous voyez, ça, c'est chez moi, c'est très clair. Donc, du coup, ben, en séance, je suis pas pareil par rapport aux séances d'hypnose et par rapport à tout l'accompagnement de manière générale. Mais quand j'ai débuté, je savais pas ça, moi. Je me disais, ben, mon objectif, c'est l'objectif du consultant. Voilà, il peut arrêter de fumer. Ben, moi aussi, je veux qu'il arrête de fumer. Alors, bien sûr, dans l'absolu, c'est ça qu'on fait. On va pas dire le contraire. C'est ce qu'on fait et voilà. Mais se dire que nous, on accompagne la personne à traverser les résistances qu'elle rencontre sur le chemin pour atteindre son objectif, c'est un petit peu différent comme angle de vue. Par rapport à dire, bah, j'accompagne à atteindre l'objectif. J'accompagne à dépasser les résistances. Voilà. Vous voyez, déjà, Mm, c'est pas mm, tout à mm, fait mm. pareil. Puis il y a une chose aussi, c'est que même si la personne elle a passé la porte, euh, il est important de garder à l'esprit que eh ben, ça peut ne pas lui convenir, Bien sûr. tout simplement, ou on ne peut ne pas lui convenir. Et après, c'est une question de timing,
peut-être qu'à ce moment-là, ça n'était pas le moment, avec nous ou avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas avec elle-même. Ça reste une idée, enfin un élément à prendre en considération et qui permet de faire baisser un peu le mercure. C'est-à-dire que du coup, d'une certaine façon, c'est pas lié à nous, puisque c'est pas nous qui avons été à la rencontre de la personne, c'est elle qui vient vers nous. Bah, il est possible que voilà, tout compte fait, au bout d'une première séance, et ben, le fait est que cette pratique, ce vocabulaire de fonctionnement ne correspond pas à sa vision du monde. Et donc, bah, peut-être que elle fera peut-être un saut à l'élastique et elle découvrira et elle libérera toutes ses mémoires limitantes en un saut à l'élastique, par exemple. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important à prendre en considération. Oui, Guylaine. Et moi, je voulais aussi dire que, tu vois, selon aussi le caractère du praticien, et puis voilà, moi, me connaissant par exemple, je sais que je suis, ben, j'y peux rien, c'est comme ça, je suis arrivée avec ces outils-là, c'est-à-dire que je suis perfectionniste. Donc, vu que je suis perfectionniste, je vais toujours avoir envie de faire mieux, toujours avoir envie de faire plus, tu vois, toujours avoir envie de me surpasser et que ce soit parfait. Or, du coup, je me mets moi-même la pression et comme tu dis, Stéphanie, du coup, je vais créer, enfin, je parle de ça dans le cas où je suis hypnothérapeute, ce que je ne suis pas aujourd'hui. Et pourquoi je ne le suis pas? Parce que peut-être je fonctionne différemment, Stéphanie, et que j'ai besoin de passer par l'hypnorelaxation où ne vais pas atteindre un résultat, comme tu dis. Je ne vais pas être là, bon, il vient me voir pour arrêter de fumer, alors je veux qu'il arrête de fumer et je vais tout faire pour que ça marche. Je ne vais pas avoir cette pression-là. Et du coup, je ne vais pas devoir être perfectionniste au point de dire il faut absolument que ça marche et que j'y arrive. Je vais en passant par l'hypnorelaxation, je m'aperçois que du coup, ben, ça travaille sur moi aussi en me disant, ben, j'apprends à me détendre, j'apprends à me relaxer, j'apprends à ne pas me mettre la pression. Et du coup, ben, j'ai moins d'attente, quoi. Si les gens, ils y vont, ils y vont. S'ils y vont pas. Et donc, je me dis, ben, comme ça, tu vois, ça se fait. L'hypnorelaxation, pour moi, c'est un degré en dessous, c'est un peu plus doux. Et déjà, des fois, les gens, ils ont besoin que de ça. Et après, d'eux-mêmes, ils vont s'enclencher des choses qui font que, mais ils vont même plus penser à aller peut-être voir un. Après, je ne veux pas dire ça, hein. Ils Ah vont si, peut-être si, parce que mais ils tu vont peux pas le aller dire. voir. Bien sûr. Voilà. Moi, c'est ce que j'aimerais apporter aux gens, si tu veux, de le faire de cette manière-là parce que c'est doux et puis de leur dire qu'en fait, ben, c'est eux en fait, c'est comme s'ils ont perdu les clés de la maison et que toi, et qu'ils n'arrivent plus à ouvrir leur maison et tu leur prêtes juste un jeu de clés où tu leur donnes des clés mais qui puissent réouvrir leur maison. Et c'est ça l'important. Et quand ils ont compris ça, ben, du coup, tu vois, c'est énorme, quoi, je me dis. Oui, carrément. Bah, l'hypnorelaxation, c'est une manière de travailler à part entière. Génial. C'est Parce que génial, Stéphanie. Moi, je me le fais sur moi. C'est pas pour vous dire, je m'enregistre et je me suis écoutée 2 fois moi et je m'endors, j'entends rien. J'entends le début et la fin. Donc, c'est pour te dire que c'est formidable. Et qu'est-ce qu'on se sent bien après? C'est énorme, énorme. il y Vraiment. a Et la- tu vois le changement des gens très peu de temps après. Donc, c'est génial, hein. il y a Voilà. tous les effets bénéfiques de l'hypnose hein, C'est ça. qu'on a en hypnorelaxation. Et c'est vrai que ça permet cette liberté pour la personne d'aller actualiser des choses. Tu sais, dans les cours hypnorelaxation, on a vu comment on pouvait traiter un problème aussi de manière indirecte. Enfin, un problème, voilà, par les séances d'hypnorelaxation. Donc ça, c'est certain. Par rapport au perfectionnisme, tu vois, le problème du perfectionnisme, c'est que c'est notre perfection qui est visée. Or, ça peut, pour l'autre, ça peut passer complètement à côté. Donc nous, on va se fixer des choses, mais qui en fait, pour la personne, résonnent pas très bien. Par rapport à ce que tu disais, Marie, tout à l'heure, euh, ce qui peut ne pas convenir au consultant, voilà. C'est pour ça que systématiquement, moi, plein de fois dans la séance, je suis amenée à demander est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est OK pour vous? Mm. On se met d'accord sur ce qu'on va travailler ensemble, sur quoi on va partir. On se met d'accord sur le contenu de la séance à venir. Je vous propose d'aller explorer ça en séance. Est-ce que c'est OK pour vous? Mm. Et en fait, c'est une manière d'impliquer la personne, Mm. enfin, voilà, et de vérifier, c'est une vérification, que c'est bien OK pour elle. Si elle me répond que c'est OK alors que ce n'est pas OK pour elle, c'est de sa responsabilité, puisque je lui ai posé la question, moi. Donc, elle a son rôle, pour le coup, on parle beaucoup de notre rôle, mais le rôle du consultant, à partir du moment où on lui fait des propositions, on lui demande si ça lui convient,
Lui, son rôle, c'est d'oser dire oui ou non. Et s'il ne le fait pas, et ben là encore, nous, on n'y peut rien. Sachant que son oui ou son non reste encore à considérer. Oui, mais au moins consciemment, de manière, tu vois, Ah, voilà, mm, il y a quelque chose qui a été mm, posé. mm, C'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des résistances, etc. Mais au moins, c'était posé. Parce qu'au début, toute l'écoute nous permet de rentrer dans le cadre de la personne, de mm, faire avec son cadre de référence. Mais alors on sait qu'on doit tendre vers ça, mais malheureusement. Non, on est câblé comme ça, on a tous des filtres, on a tous notre grille de référence. Donc, c'est compliqué d'en faire complètement abstraction. bien C'est sûr. c'est l'idée, qu'on a, hein, de vraiment rentrer dans le monde de la personne, mais on ne peut pas passer outre notre propre grille, enfin la nôtre, quoi. Mais avoir ça en tête, ça aide quand même beaucoup à prendre des précautions par Mm. rapport à ce que, parce que parfois on aurait tendance à dire ah bah oui, mais là je sais ce qu'il vous faut. Enfin, vous voyez, voilà. Bah non, en fait, clairement, il n'y a pas mieux placé que la personne pour connaître, pour savoir ce dont elle a besoin et ce qu'elle peut ou pas mettre en place. Donc nous, on va juste lui permettre de laisser émerger ses solutions. Mm, mm. L'idée est là et pas de Euh, lui trouver à sa place parce que comme on n'est pas dans son monde, on ne peut pas savoir en fait. c'est presque une rencontre à chaque séance, d'une Oui, certaine façon, parce que moi, la personne que j'ai accompagnée, donc je l'ai accompagnée de septembre, enfin de octobre à décembre, hein. Alors c'était assez dense, hein. C'était une fois par semaine, c'était le soir. À partir de 19h30, donc je sortais du boulot. Ça aussi, c'est là où on se rend compte qu'au bout d'un moment, on lâche prise. Parce que avec le recul, c'est vrai que la première fois, me dire que je sors du boulot à 18h30, 18h45 et qu'à 19h30, je démarre une séance, au tout début, ça me semblait impensable. Au bout d'un moment, ça devient naturel. Euh, il est vrai que le fait de répéter les séances, de les inscrire comme ça dans le temps et de revenir dessus, ce qui est intéressant, c'est de presque oublier la séance quand on démarre la suite. Alors, on ne l'oublie pas, bien entendu. On rentre en relation avec quelqu'un qu'on a déjà rencontré. Donc, on n'oublie pas, mais presque oublié pour ne pas partir d'idées reçues. Alors, mon travail à moi dans la formation, c'était qu'à la fin de chaque séance, il y a un rapport que je gardais, que je rédigeais, parce qu'à la fin, j'avais un pseudo-mémoire, hein, on va mettre ça entre grosses guillemets, puisque voilà, c'était pas une thèse, donc voilà. Mais je rédigeais quelque chose et les vidéos, les séances sont enregistrées. Ça permet, d'une certaine façon, de presque switcher avec l'assurance de pouvoir revenir au moment où j'en ai besoin, mais pas d'essayer de mémoriser pour revenir avec tout ça en me disant, bon, bah, je sais qu'elle est comme ça, je sais qu'elle est... Non, j'ai Mm. pratiquement oublié et puis j'ai mon petit truc et la vidéo, entre guillemets, même si je ne les reconsultais pas tout le temps, hein, mais voilà. Et on arrive presque vierge, mais avec un cadre. Et ce cadre-là, pour le coup, c'est pas forcément notre cadre à nous, c'est son cadre à elle. C'était son cadre à elle. Et petit clin d'œil pour arrêter, donc on parlait d'arrêter de fumer. Moi, la personne que j'ai accompagnée, donc très brièvement, c'est une maman. Elle est comptable, elle travaille à Paris, elle habite dans Lyon, et donc divorcée, deux enfants. Et son idée, sa difficulté, c'était de pouvoir obtenir de la part de sa direction de pouvoir être en télétravail plus de jours. Et deux, elle avait peur de prendre le volant sur l'autoroute. Voilà. Et puis derrière ça, il y avait son ancrage dans sa vie de maman divorcée avec un papa où bon bah c'était un peu tendu. Euh, Très honnêtement, moi je suis pas rentrée là-dedans. Je suis pas rentrée dans ça. J'ai travaillé sur ce que ça lui faisait en elle. Ah Et il y a une phase d'échange où je vais l'écouter, où je l'ai écouté, où on a, voilà. Et après,
et dans cette phase d'échange, moi, je vais identifier des choses. Parce qu'à chaque séance, d'une certaine façon, soit elle revenait avec la même préoccupation, soit et comment ça va aujourd'hui? Et donc là, il y avait quelque chose. Et la séance que l'on faisait, eh ben, moi, je l'amenais sur ça. Parce que l'on est sur l'instant présent. La seule vérité que l'on a et la seule chose qui est véritable, c'est l'instant présent. Sachant que l'instant présent, une fraction de demi de seconde après, c'est plus le présent, hein. Donc, on travaillait sur l'émotion du présent et sur là où ça allait s'installer. Est-ce que ça générait une tension dans son cou, dans ses bras, dans ses jambes, dans son ventre, là où c'était? Et aller à l'intérieur de cette émotion pour se familiariser et la laisser, lâcher prise, prendre de la distance. Et en fait, j'ai je m j'ai pas travaillé moi sur, son angoisse de prendre l'autoroute, d'une certaine façon, c'est elle qui a travaillé dessus, c'est pas moi. C'est elle qui a travaillé dessus et très honnêtement, au mois de décembre, elle a pas pris sa voiture pour, sur l'autoroute, hein, en plus au mois de décembre. Elle l'a pas pris elle l'a pas pris, mais quelques mois plus tard après, elle l'a fait. Par contre, elle s'est sentie, je sais plus, moi je l'ai rappelée en fin janvier, pour lui donner les résultats puisqu'elle voulait savoir. Oui, elle s'est sentie un peu plus forte pour, discuter, elle s'est vue discuter et elle est allée discuter avec sa direction pour obtenir un peu plus de télétravail et ainsi de suite et il s'avère que oui, elle l'a tellement obtenu qu'elle a réussi à bon, elle est comptable, hein, donc elle fait du télétravail une partie dans son pays, en distanciel et quand c'est nécessaire, elle revient pour les réunions, sur Paris. Mais c'est elle qui a fait et c'est moi restant d'une certaine façon à l'extérieur et pour revenir à ce que tu disais, ce que nous on appelle l'autodétermination, et en systémique, c'est ça, c'est ce qu'on fait, c'est amener l'autre à prendre conscience que c'est elle qui détient le pouvoir C'est ça? et lui donner lui dire qu'elle a la clé et l'amener à prendre conscience qu'elle a la clé. La question, c'est d'aller trouver cette clé. Ça. Voilà. Et pourquoi? Parce que, on crée pas de dépendance. C'est ça le truc qui est important. Ah C'est-à-dire que oui. notre rôle, c'est pas que la personne, elle soit en thérapie pendant 30 ans. Oui, c'est ça. Voilà, c'est qu'elle Ah, voilà, qu'elle soit en capa enfin on peut, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas dans les séances de relaxation, c'est qu'elle soit en capacité de continuer à le faire quand, ce sera terminé ou en tout cas dans les moments où elle en a besoin, puisque c'est toute sa vie, c'est tous les jours, c'est à chaque instant qu'on peut rencontrer des situations de difficulté. Donc intégrer cette méthode pour être en capacité de l'utiliser et constater c'est ça aussi, c'est la validation. Constater la progression, constater les résultats fait qu'on a envie de continuer à le faire. complètement. Bah, ça rejoint l'auto-efficacité de C'est ça, Bandura, c'est c'est la ça, même chose. c'est ça. Et effectivement, on peut travailler ça de manière indirecte, comme tu disais, parce que ce que je disais tout à l'heure, quand on a ce sentiment d'auto-efficacité, c'est toutes les difficultés de notre vie, Mmh. tous les problèmes qui se passent différemment. Donc c'est vrai que on peut prendre notre rôle aussi comme bah voilà, une forme d'enseignement, entre guillemets. Enfin, on peut transmettre apprendre aux personnes certaines compétences pour pouvoir traverser ensuite au mieux, effectivement. Les techniques, voilà, Voilà. c'est des outils que c'est la petite boîte à outils en formation, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. C'est de transmettre de permettre à l'autre de partir avec sa boîte à outils. Voilà. Comme ça, il fait son bricolage, voilà. Après moi, je précise juste, je ne suis pas hypnothérapeute. Je pratique aujourd'hui parce que en réalité, comme je dis, hein, ça c'est quelque chose, on se rend pas compte, mais c'est dans la vie de tous les jours qu'on fait ça et que ça c'est utile dans tout et moi, dans mon travail en tant que responsable de formation, mon rôle, est de réceptionner les demandes de commanditaires qui ont besoin de mettre en place des dispositifs de formation et je travaille dans le secteur social et médico-social donc vous imaginez quoi, hein, c'est l'Abbé Pierre, c'est Emmaüs, c'est le Palais de la Femme, enfin voilà ce genre de choses et donc la première étape, c'est d'établir un cahier des charges et ben, c'est la même chose, c'est ça, c'est le cadre. C'est-à-dire: «OK, donc je vous écoute. Pourquoi vous venez? De quoi vous avez besoin? Quel est, l qu'est-ce que vous alors là, on va dire quel est
l'objectif professionnel, quel résultat vous voulez constater sur le terrain, mais c'est vraiment un travail d'écoute et d'écoute active. Et quand je me sens pas tout à fait à l'aise, effectivement, bah, je laisse l'autre parler. Et je m'autorise aussi à lui dire, bah, écoutez, très bien, je vais revenir vers vous pour vous donner d'autres éléments, pour compléter, parce que là, j'ai besoin de ceci avant de mettre en place ce dispositif, de vous proposer un intervenant et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est la même chose. On est toujours dans cette idée. Et même s'il y a un cadre, pour répondre à ce que disait Guylaine, même s'il y a un cadre, on n'est pas dans la répétition d'un schéma. En réalité, on ne peut pas. On ne peut pas dire je fais toujours pareil, puisqu'en face de nous, on a du vivant. Donc, je veux dire, la pomme de terre que l'on a dans ce jardin, la graine qu'on a plantée là, on le plante dans le jardin d'un côté, ça a beau être la même graine, ce sera jamais la même pomme de terre. Ben, c'est pareil. De toute façon, on ne peut pas plaquer. On peut pas, et effectivement, maigrir en 4 séances, bah oui, il y a peut-être des gens qui arriveront à maigrir en 4 séances. Alors maintenant, maigrir, mincir, je sais pas trop. Mais c'est pas parce que 2 personnes ont pu maigrir en 4 séances que tout le monde maigrira en 4 séances, parce qu'on est vivant. Ça. Et l'adaptation, ça fait partie des choses qu'on a vues aussi dans la posture, comme étant un élément clé de la posture. C'est ça, c'est-à-dire se dire, j'ai un cadre, mais c'est un cadre éthique Ouais, c'est finalement. ça, c'est Et exactement ça. voilà. Et puis derrière, bah, selon la personne, bah oui, ça fonctionne pas toujours de la même manière, effectivement. Et plus on va être à l'écoute, et plus Mmh. on va pouvoir prendre en compte la différence de chacun, effectivement. C'est cette Yes. écoute qui nous guide. Ouais. La personne, en fait, nous guide et pas l'inverse. C'est que je me suis rendu compte de ça en écrivant le cours l'autre jour. J'ai vu finalement, c'est ça. C'est la personne nous guide et c'est pas nous qui sommes là à lui dire si ça, voilà, voilà. Non, on suit le chemin qu'elle emprunte et on est juste là derrière pour dire des fois attention, il y a un caillou. Tant la racine là, voilà. Mais continue sur toi. J'avais l'image de la forêt, donc et nous, on suit la personne, là, hop, elle nous emmène, oui, oh, il fait tout noir, j'ai un peu peur. Bah attends, peut-être que tu peux, je sais pas comment tu pourrais faire. Ah oui, oui. Et nous, on fait juste ça. Puis elle va dire, bah, peut-être que je pourrais avoir une lampe. Eh ben voilà, super. Voilà. Voilà. Et notre rôle, c'est plus ça. Mmh. Et ça fait retomber la pression. C'est pas pour ça que c'est facile, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que écouter dans une bonne posture, eh ben c'est voilà, ça, Ah oui. hein, Ah. ça se travaille aussi, la reformulation, bah, ça se travaille aussi. C'est ce qu'on fait dans Clarté, là, en ce moment, on est en train de voir. Et on n'est pas parfait, on l'a dit tout à l'heure aussi, personne. Donc évidemment, c'est des objectifs vers lesquels on tend, mais on sait que bah, on fait notre possible. Et puis de temps en temps, on peut se rendre compte que ah, aujourd'hui, j'ai donné beaucoup, beaucoup de conseils dans la séance. Bon, j'étais un peu trop dans cette posture-là. Bon, hop, on le note, et puis bah, la fois d'après, on rectifie, et c'est OK. On Ouais. ajuste. Parce que l'idée, c'est d'être quand même facile quand on est à l'aise dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, tu veux dire, Isabelle, à propos de quoi? Je veux dire, là, ouais, tu dis, elle dit ça, bah, du coup, tu dis, ah, bah, c'est pas grave, on fait ça, mais parce que tu as l'habitude, tout ça, quand on débute, comme tu parlais de débuter, de faire d'avoir ses notes et tout ça, et puis, donc, tu, tu, tu pars de tes notes. Des notes, tu pars dans le noir, par exemple, et l'autre, elle Ah, dit, oh bah non, moi, le noir, je suis pas à l'aise. Donc, il faut savoir rebondir. Mais quand tu n'es pas à l'aise avec tes trucs, parce que tu es au début, c'est difficile de rebondir. Après, tu as perdu tout des notes qui correspondent, du coup, pour créer un autre truc, c'est ouf, panique quoi. Oui, alors, ça a coupé beaucoup, donc je ne sais pas si j'ai Allô, tout allô? bien compris ce que tu disais, mais bien sûr qu'au début, c'est compliqué. Mais le truc, c'est que M'entends? ça n'empêche pas
Ça n'empêche pas, si tu veux, de garder ce discours bienveillant à notre rencontre et de se dire, bon, bah là, j'ai bien vu que c'était compliqué, j'ai des difficultés à rebondir parce que j'ai pas su comment réagir. Ok, bah pour la prochaine fois, enfin, est-ce que je peux analyser un peu ce qui s'est passé? Est-ce que je suis dans un groupe d'hypnopraticiens, est-ce que je peux partager avec mes collègues? Est-ce que je peux en parler à Stéphanie, lui dire, bah voilà, moi il s'est passé ça, est-ce qu'on peut en parler en réunion? J'en sais rien, moi, tu vois, pour dire, j'analyse ce qui s'est passé pour, pour après progresser. Et c'est à ça que sert l'expérience. En fait, c'est une posture de bienveillance à notre égard aussi, hein, qu'on dit, on préconise à nos consultants d'être bienveillants vers eux. Et souvent, on l'est un peu moins de nous à nous. Mais voilà, au début, certes, c'est complexe, mais cette régulation, cette remédiation, on peut quand même faire en sorte de garder la bienveillance quand on l'a fait vis-à-vis de nous-mêmes. Et si on sent qu'on la perd, bah on remarque aussi, ah là, je suis en train de juger, je vois les jugements sur je suis pas capable, je devrais pas, voilà. Moi, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, quand les consultants que j'avais eus sont pas rentrés en état d'hypnose, alors j'ai essayé des trucs, je m'en rappelle avec un, mais je me rappelle aussi avoir bien vu que une fille voilà, était pas rentrée en état d'hypnose. J'ai quand même fait la séance que j'avais à l'époque écrite entièrement, parce qu'en fait, bah, j'avais rien d'autre à proposer. Voilà, j'étais avec mon petit truc bien préparé à l'avance, mes 10 pages là rédigées. Bah, j'ai fait ça, le truc qui sert à rien, quoi, parce que la personne n'était pas en état d'hypnose. Et n'avait pas du tout l'intention ni même d'écouter sans être vraiment dans l'état. Enfin, on sentait que voilà. Donc, je l'ai vécu, effectivement. Donc, je sais ce que ça fait. Mais si tu veux, plus vous allez rajouter des couches de jugement et de vous dire, mais de toute façon, c'est hyper dur. De toute façon, j'y arriverai pas. De toute façon, mes doutes m'empêchent de le faire. Plus vous allez vous bloquer dans la situation vous-même. Ça a fait un peu comme tu tombes de cheval, il faut remonter tout de suite. Bon, bah moi, c'était tout pourri. Bah, j'ai continué quand même derrière. Et en fait, bah, l'idée, c'est d'apprendre aussi à traverser notre inconfort et à faire avec. Ce qui revient au travail sur les émotions, quelque part. C'est-à-dire qu'au début, si on est d'un tempérament, parce que j'ai connu des gens qui n'étaient pas du tout stressés, tant mieux. Moi, je me mettais dans des états. Je vous dis pas, non mais vraiment le truc, d'ailleurs je me disais c'est pas possible, je peux pas continuer à faire ce métier en fait parce que je vais y laisser ma peau, enfin, ça va pas être possible. Donc je montais dans des états de stress, mais c'était juste l'horreur. Et en fait, ben j'ai quand même fait, c'est-à-dire j'ai fait, mais pourtant à l'époque gestion des émotions, c'était quand même pas trop, je sais pas, aujourd'hui c'est un peu mieux. Ça reste encore, bon voilà, mais à l'époque, c'était vraiment, et ben j'ai fait quand même. Donc, tu vois, c'est traverser cet inconfort-là. Mais par contre, j'étais très seule à mes débuts. Et là, ne vous privez pas de vous saisir du groupe pour venir partager, de me dire aussi, hein, j'ai souvent dit, dites-moi de quoi vous avez envie qu'on parle, voilà, qu'on puisse creuser. Là, on ne l'a pas fait aujourd'hui, j'avais prévu de démarrer par ça, mais c'est pareil, je veux que ce soit ouvert et que les réunions aussi soient pas un truc figé où j'ai mon plan, donc ça part dans le sens dans lequel ça part, c'est très bien. Et peut-être, voilà, comme tu n'étais pas là au début, Isabelle, que tu ne nous entendais pas, bah, on pourra refaire sur ce thème-là ou sur un autre, mais pour, euh, pour aller creuser, que tu nous expliques, là il va falloir arrêter, mais que tu nous expliques des expériences où ça a été difficile et voir, mais qu'est-ce qu'on en fait? Sur quoi, au début, je disais, au début, on est sur des sables mouvants, on ne sait pas comment faire, on n'a pas de sentiment de maîtrise. Comment on va acquérir ce sentiment de maîtrise? Comment on va asseoir notre cadre? Comment, voilà. Donc, soit vous le faites tout seul, mais pour moi, c'est ce qui donne le sentiment de maîtrise, c'est d'avoir son cadre, d'avoir quelque chose sur quoi s'appuyer. Si on n'a rien sur quoi se reposer, c'est très dur. Donc, constituez-vous votre cadre. Tu pourras réécouter le début du replay, Isabelle, pour voir ce qu'on a dit, ce que c'est que ce cadre, qu'est-ce que ça comprend. Donc, soit à construire tout seul avec l'expérience, donc ça implique d'attendre de repasser par des expériences voilà, pas simples, soit vous faites aider, vous reprenez une formation, voilà. Mais à mon sens, on ne peut pas gagner en sérénité si on n'a pas un cadre posé, si on sait pas, si on n'a pas, par exemple, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais?
si on n'a pas ce que j'appelle dans mes cours, là, je les appelle des séances parachutes, il faut que vous ayez des choses que vous disiez, dans le pire du pire, il se passe ça, qu'est-ce que je propose? Un petit exercice, un outil, comment je réagis? Ça, on pourrait aussi faire des réunions là-dessus. Enfin voilà, il y a plein de. Dites-moi, hein, n'hésitez pas à me mettre dans le groupe ce qui vous intéresserait. Mais déjà, d'avoir ça en poche, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, je vais faire quelque chose. Et puis on est obligé à rien, hein. Non, on est On obligé à est, rien. on est, on est obligé à rien. C'est-à-dire que si on le sent pas, voilà, c'est pas parce que on obtient une certification, un diplôme, que ça veut dire que demain, on doit absolument démarrer là. On est obligé à rien et parfois, ça passe aussi par des façons détournées. On peut peut-être, si on se sent pas forcément au top, proposer ses compétences, je sais pas moi, j'en sais rien, à une assos, à des structures moins officielles où on va où le travail même si le référentiel reste présent, mais c'est pas la même chose, avec des personnes qui vont arriver avec des besoins plutôt de relaxation, mais pas forcément avec des situations très très complexes, pour s'habituer, s'entraîner, se familiariser. Ça peut être aussi ça. On se met toujours cette pression. Je le dis parce que moi, à la fin, j'étais crevée, enfin bref, et j'ai pas démarré. J'ai pas démarré parce que j'avais besoin de pratiquer plus et je me suis pas mis une pression en me disant j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Non, ben, je démarrerai, voilà. Et puis peut-être que j'ai besoin d'autres éléments pour me sentir voilà, beaucoup plus forte, plus légitime, parce que moi, c'était mon terme, voilà. Donc voilà, faut garder aussi, on le fait, ce que l'on fait, ça travaille sur soi. Et peut-être que ce travail sur soi, eh ben, il est encore en train de se faire. Et donc, quand on envisage, quand on se représente des difficultés, des limites à l'intérieur de soi, bah, c'est peut-être parce que il y a encore ce travail à faire sur soi. C'est pour ça que tous les thérapeutes, hypnothérapeutes, psychologues, cliniciens, quels qu'on soit, sont supervisés. Oui, bien sûr, c'est important. Il va falloir vraiment que je m'en Voilà, aille. Je dois partir moi aussi, comme parfait. Hélène. Et tu te rappelles, Isabelle, je t'avais mis un post sur ça. Tu peux commencer par t'entraîner, faire des inductions. Enfin voilà, y aller par palier, comme dit Maryl. Il y a plein de solutions pour pouvoir y aller petit à petit, gagner en confiance. Voilà, il y a plusieurs manières de s'y prendre. On Moi, aura je voulais poser une question. Non, il Euh, faut que j'y aille. Je suis désolée. ah, Je dois bon, partir. 18h15, c'était je dois y aller. bon. Bon, Désolée. prochaine réunion. Qui est-ce qui a parlé là? C'était Aurore? C'est Aurore, ouais, mais c'est pas grave, ça sera pour la prochaine. Tu m'envoies un mail si tu veux. Oui, d'accord, d'accord, Envoie-moi un mail et d'accord. je te répondrai. Ça marche? C'est gentil. Et sinon, Merci. Merci avec plaisir, beaucoup. je suis désolée, c'est que là j'ai un rendez-vous, je dois Non, vraiment non, pas. je comprends. Merci beaucoup. Je vous dis au mois de Merci à juin. toutes. Bye bye, Merci. bonne Au soirée à revoir. tous.